Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH. L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun. Présenté par l'agence marketing Waventi. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 9 où on parle d'améliorer l'expérience candidat. Notre première invitée, Patricia, est directrice unité d'affaires chez Dracor Talent, une société affiliée de Dracor Aéronautique et Transport terrestre. Notre deuxième invitée, Catherine, est conseillère marketing et communication chez Mercure. Notre troisième invitée, Lana, est spécialiste marketing RH et médias sociaux. Et notre dernière invitée, Sarah, s'occupe du développement des affaires chez Lévio. Bon épisode! Allô, Patricia, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Écoute, super content de te recevoir aujourd'hui. Donc, on parle d'expérience candidat. Je sais que tu avais beaucoup de choses à me dire là-dessus. En fait, c'est toi qui avais choisi ta thématique. Fait que c'est un sujet avec lequel tu es vraiment super, super à l'aise. Explique-moi peut-être juste en premier un petit peu ton rôle là, au sein de Dracor et tout ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, donc, comme la plupart de leaders, je porte différents chapeaux. Donc, je suis la directrice de l'unité d'affaires Dracor Talent, qui est une société affiliée à Dracor Talent Aéronautique et Transport terrestre. Donc, techniquement, je chapeaute, je coach mes gestionnaires qui ont une spécialité en vente, en recrutement local, recrutement international, marketing. Donc, je m'assure que tout va bien, que l'expérience, justement, candidat, l'expérience client va bon train. Donc, en résumé, c'est mon rôle chez Dracor Talent. Tu as vraiment, comme tu dis, plusieurs chapeaux différents. J'imagine que de votre côté, vous êtes combien de ressources humaines dans juste dans la division que vous êtes? Ben, en fait, les ressources humaines, c'est mon Mhm. département. Vu que Dracor OK. Talent, c'est une agence de placement. Donc, on est tous Ouais. sur le département de ressources humaines. Là, on frôle, je te dirais, 15 personnes là, au bureau. Parfait, excellent. Tantôt, tu disais justement là, que vous êtes habitué niveau expérience candidat et tout ça. Qu'est-ce que tu crois que vous faites un petit peu qui est différent ou les innovations que vous avez trouvées dans les dernières années, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, pour vous différencier, surtout avec l'expérience candidat? En fait, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais chez Dracor Talent, on a différentes valeurs qui sont importantes pour nous, dont la passion, la détermination, l'excellence, la collaboration. Donc, pour nous, la recette gagnante d'une expérience candidat, c'est vraiment qu'elle reflète toutes ces valeurs-là, puis qu'elle reflète notre culture. Donc, comment qu'on fait véhiculer ça? C'est vraiment à travers une communication hyper transparente, autant avec nos clients que nos candidats. On a aussi adapté cette expérience-là pour qu'elle soit vraiment prédéfinie, peu importe le cheminement du candidat, donc qu'il soit retenu ou non. On a quand même des jalons spécifiques pour chacun d'entre eux. Et à travers tout ça, bien, on traite les candidats comme des humains et non comme des ressources. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi qui fait la différence chez Dracor Talent. Donc, on parle à une Maude, on parle à une Patricia, puis on s'assure que les conversations sont quand même personnalisées, individualisées. Et je pense que ce qu'on fait aussi de différent, c'est qu'on offre ce coaching-là dans l'expérience candidat. Chose que potentiellement d'autres agences de placement ne font pas. Donc, on tente vraiment de traiter le talent comme un humain et non une ressource à placer. OK, parfait, c'est super, super intéressant. Moi, je voulais savoir justement là, concrètement, mettons, là, que si on prend justement une mode ou une Patricia, comme que tu le disais, qui fait ce parcours-là, candidat, à quoi ça ressemble en étape par étape? Ben, en fait, ça peut être vraiment varié, je te dirais, tout dépendant là, la société pour laquelle on va travailler ou accompagner. Mais grosso modo, il y a toujours un contact, un premier contact avec nos candidats, dont on a une communication quand même assez transparente, flexible aussi, là, dans le sens que c'est là où on va donner le plus d'informations possible sur la compagnie, le poste en question, le salaire, à quoi ça ressemble, mais surtout les prochaines étapes, à quoi s'attendre. Donc, pour la plupart des compagnies, on fait, bon, oui, certainement, là, les entrevues complètes, mais on fait aussi des questionnaires psychométriques. Donc, tout dépendant, comme je mentionnais, la compagnie, on va venir ajuster le parcours ou l'expérience candidat. Mais somme toute, qu'est-ce qui ressort ou en fait, qu'est-ce qui est spécifique dans l'expérience, c'est qu'il y a toujours un premier contact avec les informations très détaillées, très claires.
Et ensuite, on continue avec l'entrevue qui est quand même aussi très spécifique au poste pour s'assurer qu'il soit uniforme. Donc, Fait que c'est un peu ce qui est quand compliqué, même là. un défi. Ouais, ce qui imagine que c'est un défi pour vous, c'est que oui, vous savez ce qui fonctionne, mais il y a aussi, vous devez adapter votre façon de fonctionner à ce que votre client désire aussi, puis ses valeurs, puis sa façon de faire les choses aussi. Là. Fait que c'est quand même un beau défi parce que vous devez vous imprégner de l'entreprise, en fond. Exactement. Donc, on doit être hyper flexible, on doit être caméléon, on doit être hyper transparent. Puis quand je dis caméléon, c'est dans le sens qu'on doit s'adapter là, très rapidement à l'entreprise, à la culture et à être leur porte-parole, pardon, en bout de Oui, ligne. non, absolument. Oui, absolument. Puis, justement, en ce moment, avec la fameuse pénurie de main-d'œuvre, il y a des secteurs que c'est plus facile, des secteurs que c'est plus difficile que d'autres. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que l'expérience candidat est plus importante que jamais en ce moment? En fait, pour plusieurs raisons, je pense que, un, le marché a évolué. Ça, c'est la première réponse à quoi je peux, Mhm. à quoi que je pense, c'est-à-dire que j'ai parlé à un consultant expérimenté il n'y a pas longtemps, puis il m'expliquait que dans son temps, il y avait un poste, mais 200 applicants, ce qui est vraiment pas le cas présentement. Donc, le marché a complètement évolué. Et vu que le marché a évolué, les rechercheurs d'emploi ont évolué, l'expertise, acquisition, talent a évolué, tu sais, ça va de soi que le focus est autre. Avant, l'expertise, acquisition, talent était sous les RH. Maintenant, c'est vraiment une expertise en soi. Donc, les focus sont différents. Donc, c'est sûr que le concept de l'expérience candidat est devenu plus clair dans les dernières années. Par contre, s'il y a d'autres recruteurs là, qui nous écoutent aujourd'hui, on l'a tous fait un peu à notre manière, voilà 15 ans. C'est juste que présentement, le concept est beaucoup plus clair et on a mis un nom à ce concept-là. Donc, C'est on des, continue à renforcer ce concept-là, mais je pense pourquoi qui est de plus en plus important aussi, c'est qu'on ne compétitionne pas seulement contre des compagnies locales, mais maintenant aussi internationales. Tu sais, le fait qu'on peut travailler de façon remote de la maison, maintenant, on a vraiment là, tout à donner dès le premier instant, là, le premier regard, le premier contact va vraiment faire toute la différence. En bout de ligne, quand le candidat a 2, 3 offres, il va penser vraiment à, dès le début, le premier contact qu'il a eu avec le recruteur ou même quand il est allé visiter ton site Internet, quelle impression, quel sentiment qu'il a eu. Il s'est-tu fait embarquer directement, là, puis qu'il y a eu un fort sentiment d'appartenance. Donc, c'est définitivement le plus important que jamais, l'expérience candidat. C'est dans le fond le début de l'expérience employée aussi. Donc, ouais. ça Ouais, au commence. début, l'épisode s'appelait Expérience employée, puis c'est quelqu'un qui nous a donné le challenge de parler de l'expérience candidat, vu qu'on n'en parlait pas assez souvent. On a dit c'est donc bien une bonne idée. Fait qu'on a changé cet épisode-ci pour l'expérience candidat. Si je ne me trompe pas aussi, parce que ça a été plus, tu sais, maintenant structuré. Tu sais, comme tu dis, il y a 15 ans, ça existait aussi, mais c'était pas structuré, peut-être automatisé certaines choses aussi, etc. Là, maintenant, il y a vraiment une structure qui a été mise en place pour l'expérience candidat, c'est ça? De Exact. votre côté, du moins. Mais exact, parce que chaque recruteur pouvait l'adapter à sa sauce, à sa manière. Puis là, on tente vraiment d'uniformiser le processus pour que autant Jean-Paul, Maude, Patricia, on ait tous la même expérience. Que tu ailles le profil sélectionné ou non. Le but, c'est d'optimiser de façon positive cette expérience-là parce que ça ne veut pas dire que tu n'es pas choisi aujourd'hui, que tu ne seras pas appelé demain. Donc, il faut C'est penser ça, ouais. à ça aussi. Et donc, le but, c'est d'uniformiser pour que tout le monde ait la même impression de la compagnie en soi. Là, pour pas que tu aies un commentaire négatif. Ben moi, on ne m'a jamais rappelé. Moi, on m'a Je parlé laisse sèchement, moi, on m'a fait ci, moi, fait ça. Puis l'autre candidat, ben non, moi, j'ai eu une super entrevue, beaucoup de communication, beaucoup de transparence, etc. Fait qu'on est venu vraiment uniformiser le plus possible en gardant l'aspect humain, individuel de chacun. Oui, ouais, absolument. Puis je savais, même si le candidat ou la candidate n'est pas choisi, ça fait une bonne impression sur ce que l'entreprise a donné. Donc, quelqu'un qui, après ça, quelqu'un postule qu'on connaît à cet endroit-là, ben, j'ai vécu une belle expérience candidat, même si je n'ai pas été choisie à cet endroit-là. Donc, ça fait
une belle, voyons, comme une belle notoriété, une belle visibilité aussi parce que les gens sont pas contents d'en parler de cette belle expérience-là parce que c'est quand même assez rare encore, de plus en plus, mais ça reste que si je prends dans le temps que j'étais sur le marché du travail, jamais j'ai été rappelée ou jamais il y a eu ce rappel-là d'expérience candidat et tout ça. Donc, juste de le vivre, je pense, ça fait que tu t'en rappelles. Donc, ça reste dans la tête des gens. Sinon, est-ce que ça se mesure, tu sais, cette expérience candidat-là? Est-ce qu'il y a des KPI que vous avez pour voir si ça se passe bien, si vous devez l'optimiser, l'améliorer, cette expérience candidat-là? Oui, je pense que, tu sais, de plus en plus, les ATS, les systèmes RH, tu sais, met en place, pardon, différents systèmes qui vont nous permettre de mesurer concrètement, mais pour toutes les entreprises qui n'ont pas ces systèmes-là, encore, il y a quand même une façon de mesurer tout ça à travers les 40 millions de KPI qu'on peut avoir en recrutement. Il y a beaucoup de, tu sais, les taux de conversion, tu sais, de ton premier contact à l'entrevue, à l'offre. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs raisons d'un taux de conversion, mais il y a aussi l'expérience candidat qui rentre là-dedans. Donc, si tu as optimisé ton expérience candidat, tu as de plus grandes chances que ton candidat se rende à une entrevue finale et qui se rejette pas lui-même là, Que le taux de du conversion soit plus processus. élevé dans le fond, là, tu sais. Exactement. Et aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des sondages anonyme. Donc, une fois le candidat sélectionné puis qui est rentré en poste chez notre client, on envoie justement un sondage qui, pas trop tard non plus dans son aventure. Là, habituellement, c'est une semaine après l'entrée en poste pour qu'il ait encore en tête son Ouais. expérience chez Dracor. Et on va venir poser des questions quand même assez pointues pour venir nous orienter à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour maximiser justement son expérience. Ah, ben le sondage, je pense que c'est une très bonne façon de venir justement, surtout si c'est anonyme, là, les gens qui ne gêneront pas de dire la bonne ou les mauvaises. Souvent, ils vont répondre quand ils ont une mauvaise expérience, c'est plus ça, mais au moins, ça nous permet d'optimiser le processus par la suite. Excellent. Patricia, y aurait-tu un mot de la fin que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent? Donc, pour résumer, un mot de la fin, je pense que pour optimiser notre expérience candidat, expérience client, expérience employé, il faut être vrai, il faut être vrai à nos valeurs, vrai à notre culture d'entreprise. Donc, tu sais, chaque entreprise va avoir leur propre expérience candidat. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont de la difficulté à partir ce processus-là ou d'entrer dans les détails là, de à quoi pourrait ressembler une expérience candidat. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Là, c'est vraiment, comme je mentionne, un sujet que j'aime bien discuter. Donc, Les gens ils peuvent te contacter sur LinkedIn. À quel endroit tu aimerais que les gens te contactent? oui, sur LinkedIn, je suis quand même très active là-dessus. Parfait. C'est très facile. Donc, oui, sur LinkedIn, bonne idée. Parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup. OK, merci à toi. Bonne journée. Donc, aujourd'hui, je reçois Catherine de Mercure. Donc, j'ai vraiment super hâte de discuter avec toi, Catherine. En fait, on s'est déjà parlé, fait que ça va être facile aujourd'hui de Oui, pouvoir discuter ensemble. Bienvenue sur notre podcast L'Apéro RH. ben merci beaucoup de l'invitation. Merci. Donc, aujourd'hui, on parle de l'expérience candidat. Donc, j'ai hâte parce que c'est toi qui as choisi son thème. Au début, je contactais les gens, je proposais une thématique. Toi, je t'ai vraiment laissé choisir la thématique avec laquelle tu te sentais le plus à l'aise, en fait. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais je rentrerai dans le vif du sujet directement. Explique-moi un petit peu, au niveau de l'expérience candidat, comment ça fonctionne un petit peu chez vous, chez Mercure. Ben, pour mettre en contexte, Mercure, dans le fond, c'est une firme d'ingénierie, puis on dessert des clients manufacturiers. Donc, c'est sûr que notre réalité de recrutement est différente parce qu'on ne recrute pas des gens nécessairement pour venir travailler au bureau ou pour travailler sur nos projets à nous. On les met souvent dans des mandats en impartition, puis ils vont travailler chez le client pour le client. Tu sais, on a plusieurs départements. Donc, tu sais, il y a du développement de produits, des trucs d'usine intelligente et robotique et compagnie, mais c'est des gens qui vont travailler directement chez le client. Donc, c'est sûr que ça rend la réalité de recrutement quand même complexe. Mais comment ça fonctionne? Tu sais, c'est sûr que c'est une recette qu'on ne réinvente pas, là, mais on contacte les gens pour être sûr, premièrement, de s'assurer que le fit de valeur, le fit de compétence, c'est le bon. Puis après ça, si on retient ces candidatures-là, on les fait tout de suite rencontrer des experts techniques. Donc, tu sais, les gens, ils sont déjà en contact avec des personnes avec qui ils vont travailler ou des personnes qui maîtrisent leur langage parce que les gens en RH deviennent un petit peu des caméléons puis sont capables
de parler le langage de n'importe quel métier, mais ça reste qu'un expert technique. C'est toujours le fun d'avoir cette personne-là dans ton entretien. Donc, notre candidat, il est tout de suite en contact avec ces personnes-là. Puis c'est là qu'on fait un processus d'entrevue un peu plus long où justement, on essaie de discuter avec la personne de sa perception, comment elle voit les choses de son métier, l'évolution de son métier, parce qu'on veut toujours, tu sais, prendre des gens qui ont un savoir-être puis des connaissances. C'est sûr qu'il y a des connaissances de base, mais le savoir-être, les valeurs, le fit, les intérêts de cette personne-là, c'est vraiment ce qui nous fait prendre une décision ou pas. Puis par la suite, ben, c'est ça. On essaie vraiment de s'assurer que cette personne-là, elle aime, tu sais, qu'elle nous choisisse autant qu'on la choisisse. Donc, on leur offre l'opportunité de venir visiter nos bureaux. On a différents bureaux ou de rencontrer leur équipe sans leur superviseur, avec leur superviseur, avoir des rencontres, tu sais, d'essayer d'intégrer cette personne-là pour justement pas refaire le processus d'embauche 12 fois, mais le faire de manière plus longue pour être sûr que la personne prenne une décision avec laquelle elle est à l'aise puis qu'elle nous choisisse autant qu'on la choisisse. OK. C'est vraiment ça notre mentalité. C'est intéressant. Dans le fond, la première entrevue, si je comprends bien, c'est toi aux ressources humaines qui vient voir un petit peu, confirmer le culture fit. Oui, ben, en fait, juste pour préciser, moi, je suis au marketing RH, donc je supporte les recruteurs, mais il y a des conseillers en RH que c'est leur métier là, de bien cerner les aptitudes des gens. Donc, c'est ces personnes-là qui font le premier filtre, disons. Parfait. Puis, dans le fond, dans la deuxième entrevue, c'est ça, il y a la proposition avant même que la personne prenne une décision, si vous lui offrez un poste ou non, juste de venir visiter, de venir voir l'environnement de travail. C'est même avant que la personne soit engagée ou c'est comme on veut, il y a déjà une proposition qui a été mise sur la table à ce moment-là? Ben, c'est après l'entrevue technique, dans le fond, si on sent qu'on est prêt à faire une offre à cette personne-là, puis qu'elle a encore des questions, qu'elle veut en savoir plus, on est vraiment ouvert justement à ça parce qu'on trouve que c'est important que la personne on le sait là, que nos candidats ils ont 12 offres sur la table en même temps, puis que tout le monde les convoite d'une manière différente. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous choisissent parce qu'on veut qu'ils restent avec nous puis qu'ils soient bien. On veut pas juste être un autre stepping stone dans leur parcours. On veut qu'ils nous choisissent puis qu'ils soient avec nous pour vraiment développer leur carrière et tout. Donc, c'est sûr qu'on prend notre temps. C'est pas juste du speed dating. Puis, ah ouais, viens, Pas juste on va faire le meilleur salaire puis ils vont accepter. C'est ça. Exactement, non. C'est complètement pas dans nos valeurs, justement. On n'embarque pas dans la surenchère. Je veux dire, on a des super beaux avantages puis on offre beaucoup de choses aux gens, mais on n'embarque pas dans ça parce que le résultat, c'est que ça fait des gens qui ne sont pas nécessairement sur leur X puis qui ils nous ont choisis pour des critères qui ne sont pas le core de ce que Mercure a. Je comprends. Non, c'est intéressant. Ouais. Puis justement, le fait que votre type de recrutement, en fait, le type de poste que vous recrutez en ce moment est quand même un type de poste qui est difficile sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui, tu le disais, ils ont 12 offres sur la table qui se l'arrachent. Comment vous faites justement pour venir améliorer encore plus l'expérience candidat et même le recrutement par rapport au fait que ce type de poste-là est très convoité, si je peux dire? Tu sais, l'entreprise Mercure, c'est une entreprise qui a grandi vraiment très, très rapidement. Puis, elle s'est retrouvée à un moment donné avec, OK, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités, puis il faut engager rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je pense que mon arrivée, pas nécessairement ma personne, mais la création d'un poste au marketing RH, ça démontre beaucoup à quel point cette entreprise-là, elle a pris ça au sérieux. Oui. Ils ont créé un poste justement juste en marketing RH. Moi, je suis une professionnelle en marketing, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de marques employeurs. Donc, de créer ce poste-là pour voir, OK, c'est quoi les alternatives, comment on peut sortir des sentiers battus sans se mettre à renchérir au niveau de la surenchère puis d'embarquer là-dedans parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne de gagnant là-dedans. Fait que c'est ça. Puis on est vraiment fort sur l'amélioration continue aussi. Puis on se le fait dire toujours, l'équipe des RH chez Mercure, c'est vraiment une grosse force qu'on a parce qu'on a, là en ce moment, on est 6 dans notre équipe. Puis tout le monde est vraiment impliqué à ce que l'expérience candidat soit la plus optimale, que les gens, malgré le contexte de recrutement qu'on a, il semble qu'on est toujours transparent. On est toujours ouvert à voir, OK, toi, tu as besoin de flexibilité dans tel aspect de ton travail et de ta vie. Parfait, voici qu'est-ce qu'on peut faire. On essaie de toujours moduler nos offres en fonction de ce que les candidats souhaitent dans la mesure du possible.
Oui, Et c'est je te dirais que le focus pour nous, c'est vraiment l'amélioration continue, puis de toujours essayer de plaire à l'humain sans embarquer dans la frénésie là, ben, qu'on de voit sur le comprendre, marché actuel. j'imagine que c'est le fun que tu parles de moduler. Fait que j'imagine que, mettons, quelqu'un que c'est vraiment important pour cette personne-là de terminer à telle heure parce que les enfants, etc., vous êtes capable de venir chercher un peu, faire fitter le poste, en fait, avec la personne et le candidat. C'est ça que tu m'expliques? Oui, ben, j'ai un bel exemple de ça. On a un candidat qui, lui, qui est maintenant un employé, mais lui, il souhaitait, il y avait eu, comme pendant la pandémie, une espèce d'appel de retour aux sources, puis il souhaitait travailler sur une terre agricole, mais continuer à faire son métier, puis il souhaitait justement un poste d'ingénieur, mais 3 jours semaine, parce que les 2 autres jours, il veut travailler sur une terre agricole, puis tu sais, c'est important pour lui. Puis ça, nous, on était super ouverts à ça. On est comme, mais pourquoi pas? Tu sais, c'est super enrichissant. Puis en plus, cette personne-là, une plus-value, mais sans aller dans des choses qu'on ne pourra pas soutenir à long terme. Tu sais. Fait qu'on s'engage vraiment avec cette personne-là de faire en fonction de son mode de vie. Tu sais. Puis c'est vraiment là, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que les personnes veulent? Parce que tout le monde va dire ah, moi, je veux un salaire de fou, puis c'est ça que je veux, mais en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent? Tu sais? Là, je réitère qu'on offre des bons salaires. Là. C'est juste qu'on est rendu ailleurs, je trouve. Oui, Que oui. la surenchère, tu sais, Mhm. c'est. Oui, il y a la qualité de vie, puis on le voit souvent Oui, auprès de la génération des milléniaux, justement, qu'ils vont être prêts à accepter beaucoup moins de niveau salarial par rapport à d'autres choses aussi. Là, il y a eu beaucoup oui, de oui, statistiques oui, là-dessus. Donc, exactement. Ah, puis c'est vraiment une vague qu'on voit, là, des gens qui sont comme moi, ce que je veux dans la vie, c'est revenir à l'essentiel, puis c'est de passer du temps de qualité, de pas travailler pour vivre, mais de travailler, d'adorer ce que je fais, mais d'avoir une vie à côté. Puis ça, je trouve que justement, de capitaliser là-dessus, ça fait des relations à long terme avec des employés qui sont heureux, ouais. plus que des gens qui, ah, tu sais, c'est cool pendant un an, un bon salaire, mais je me rends compte que je me sens pas accomplie dans mon travail, puis qu'en même temps, je vois ma vie passer sans justement en profiter, ben tu sais, là, il y a des remises en question, des trucs comme ça. Nous, on essaie justement d'être un employeur humain à ce niveau-là. Ah, c'est vraiment super intéressant. Puis justement, avec la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, là, l'expérience candidat, je pense qu'elle est plus importante que jamais. Il suffit que juste la façon que ça se passe quand la personne postule peut faire en sorte qu'elle décide de ne pas continuer. Donc, au niveau de justement Mhm. l'offre d'emploi puis la façon de postuler, tout ça, comment ça se passe chez Mercure? Ben, on est en train de revoir nos processus parce qu'en ce moment, on est assez standard, mais on est en train de retravailler à justement rendre ça un petit peu plus facile. Donc, si la personne elle postule, ben, elle peut avoir l'opportunité de juste se booker un appel ou de remplir un questionnaire de présélection, disons, qui tient lieu d'entrevue téléphonique, par exemple, parce qu'il y a certaines compétences qu'on doit valider, tu sais, peu importe Mhm. le poste, donc d'offrir un petit peu plus de flexibilité parce que en plus, avec le travail à distance, la majorité des gens, ils vont postuler à des emplois à distance et ils vont s'attendre à faire tout ce processus d'emploi-là à distance. Donc, c'est quelque chose Ouais. qu'on leur offre aussi. Là. Il y a pas de problème. Mais si tu veux venir visiter nos bureaux, tu peux venir. On a une ouverture à ça. On s'adapte vraiment à ce que les gens veulent. Mais c'est ça. Au niveau de se différencier, je pense que c'est de ramener l'être humain au milieu de tout ça puis de ne pas se perdre dans l'espèce de frénésie, puis de dire, OK, on veut vraiment discuter avec la personne pour voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son savoir-être, mais son savoir devenir aussi. Là, Hmm. c'est super important pour nous. Là. Ouais, puis je pense que de toute façon, on en parle beaucoup en ce moment, la méthode de recrutement, tu sais, de laisser faire les CV, des quiz, il y a Oui, oui, oui. toutes plein de nouvelles sortes, mais ça a quand même pris un énorme pas de géant dans la dernière année, ce type de méthode de recrutement-là. Donc, ça ne peut pas tout être fait en même temps non plus pour les entreprises, mais juste d'être conscient Non, c'est comment ça. qu'on peut faire pour être différent, travailler là-dessus, puis éventuellement mettre une nouvelle méthode en place, mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus. Là. Exactement, mais tu sais, il y a vraiment une ouverture à justement changer nos méthodes. Puis Mhm. avec le travail à distance qui a pris comme un air d'aller assez rapide là, avec la pandémie, on a tellement plus de ressources à ce niveau-là. Tu sais, les gens sont plus obligés de prendre leur après-midi off pour aller à une entrevue. Là. Tu sais, le monde a complètement changé, puis on peut intégrer un processus de recherche d'emploi avec tout ce qui se passe dans la vie d'un candidat. Ça rend ça bien plus facile. Tu sais, c'est Ah ouais, le absolument. fun pour ça, là.
Puis tantôt, justement, avant qu'on enregistre, en fait, là, tu m'expliquais le côté télétravail. Pour vous, c'était plus compliqué, tout ça, que vous venez offrir autre chose. Je pense qu'on les a pas mal toutes mentionnées, ce que vous venez offrir. Est-ce que de votre côté, justement, il y a eu comme tu as senti une résistance au niveau des candidats par rapport au fait que le processus d'entrevue était en ligne, mais qu'après ça, le poste ne l'était pas, par exemple? Bien, c'est sûr que nous, les candidats qu'on a, c'est à majorité des ingénieurs. Mhm. Puis, c'est des gens qui sont des tripeurs. Ils tripent prototypes, ils tripent développement de produits. Ils aiment ça aller chez un client, sur une chaîne de montage, puis voir exactement il est où le bobo. Mais par la suite, pour la majorité, on peut leur offrir une flexibilité. Donc, c'est sûr on s'attend à ce que ces gens-là, ils puissent aller sur place. Puis, effectivement, il y a certains candidats avec qui c'est pas quelque chose qui fitait, Avec. mais la majorité, parce qu'ils tripent sur leur emploi, c'est vraiment des passionnés. Ils n'ont pas de problème là, à aller chez des clients. Puis, ce qu'on offre chez Mercure, c'est des mandats dans différents endroits. Fait que tu peux travailler 6 mois, chez un client, puis 1 an et demi chez un autre client, mais en l'espace de 2 ans, tu as vu 2 réalités manufacturières complètement différentes, puis tu grandis à travers de ça. Fait on ne sent pas de résistance parce que ça fait partie du poste auquel les gens appliquent, mais le fait qu'on puisse offrir une flexibilité, justement, de OK, tu souhaites travailler 3 jours, le client il demande que 2 jours tu sois sur place, l'autre jour tu peux travailler soit de chez toi, soit d'un de nos 4 bureaux. On essaie d'offrir cette flexibilité-là le plus possible, dans la mesure de ce qu'on peut se permettre. Là. Parfait. Ça. Mais par la nature de nos candidats, ce n'est pas une difficulté qu'on a parce que Non. justement, ils ont besoin d'être sur place. Puis je pense que de toute façon, le télétravail, il y a beaucoup de bons, là. Puis je pense que j'ai déjà mentionné dans un autre podcast. Puis il est là pour rester, le mode hybride, tout ça aussi. Mais je pense que l'être humain en soi a quand même besoin de voir des gens de temps en temps. Donc, même nous, après un bon bout, là, on a hâte de revenir au bureau, même si c'est pas tous les jours. Ça reste que je pense que c'est ça, peu importe le domaine, on a quand même ce besoin-là de sortir. Donc, ça Ouais. offre un bon équilibre, là, en Ben, c'est ça, c'est le mot, c'est ce que j'allais dire, c'est de retrouver l'équilibre à ce niveau-là parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est faux de croire que la vie sociale des gens dépend seulement des petites discussions autour de la machine à café. Là. Il faut s'enlever cette mentalité-là que l'engagement d'un employé, l'implication d'un employé tient du fait qu'elle est sur place. Il y a moyen d'avoir des employés qui sont engagés sans nécessairement qu'ils viennent, qu'on leur force à venir au bureau. Puis c'est vraiment sur ça qu'on est en train de travailler pour revoir nos façons de faire, puis revoir comment on peut répondre à cette demande-là, tout en répondant aux exigences de nos clients. Parce que, à un moment donné, si tu travailles sur un moteur de motoneige, tu ne peux pas tout faire à distance. Là. Donc, c'est de revoir justement les paradigmes qu'on a, puis de casser un peu cette mentalité-là, puis d'offrir plus, parce qu'il y en a tellement plus à offrir. Là. Oui, parce que c'est ça. Je pense que la plus grosse difficulté des gens avec le télétravail, c'est ça, c'est comment je vais garder mon équipe engagée, qui vont la mission, tout ça, mais il y a comme beaucoup de choses qui sortent en ce moment, puis de beaucoup de stratégies, beaucoup de façons de faire. Aussi, je pense que ça va juste continuer comme ça aussi. Le fait que c'est un bon. Ouais. Oui. Puis, pour répondre à ça, nous, à cette mentalité-là, nous, chez Mercure, on a un processus d'intégration qui est quand même assez apprécié. C'est ce qu'on se fait dire souvent. Puis, c'est sûr que nous, on engage un employé, puis disons, il faut qu'il aille chez le client après un certain nombre de temps. Mais on s'assure quand même que la personne, elle vienne dans nos bureaux, qu'elle rencontre son superviseur, qu'elle fasse le tour de tous les départements. Puis, on est une grosse machine, donc qu'elle ait un port d'attache avec chaque personne ressource qu'elle va avoir besoin de connaître pour réaliser son métier. Puis aussi, tout le monde a un bureau de rattachement, mais ce n'est pas nécessairement là que ton équipe travaille. Donc, d'être proche de ton bureau de rattachement, mais aussi d'être proche de ton équipe, d'offrir une valeur ajoutée à venir au bureau, pas juste forcer quelqu'un à venir s'asseoir au bureau. OK, tu dois être 4 jours chez le client, l'autre journée, on veut que tu sois à nos bureaux. Ça n'a pas de valeur ajoutée. On veut que les gens ils viennent au bureau parce que justement, je me répète, mais il y a une valeur ajoutée à venir au bureau parce qu'on sait très bien que leur travail n'est pas affecté. Puis, on fait confiance à nos gens parce qu'on choisit des gens avec un fit de valeur qui est proche des nôtres. Donc, on sait que nos gens à distance, ils travaillent. Puis, on sait que leurs livrables sont faits. Puis, on a des suivis aussi qui sont faits. Puis, il y a un lien étroit avec le superviseur. Donc, je pense qu'au niveau de l'engagement, il faut revoir nos façons de faire, puis il faut
il faut être flexible et s'adapter avec ce que chaque personne veut. On en a des employés qui, entre leur mandat, ils veulent être 5 jours au bureau, puis on en a des employés qui veulent venir au 5 à 7, mais qu'ils ne sont pas intéressés à venir travailler au bureau ou que s'il y a une rencontre d'équipe, ils vont venir, mais ils vont quitter tout de suite après. Mais il n'y a pas de différence d'engagement entre ces deux personnes-là. C'est juste, on répond à leurs besoins, ce qu'ils ont besoin au niveau de... Tout le monde a une batterie sociale différente, là, Oui. et on répond à leurs Ça, besoins par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne. Non, c'est un bon point, batterie sociale. C'est absolument ça parce que forcer les gens, ça mène juste à rien. Là, fait que, Non, puis c'est si en ça. plus, au niveau efficacité, il n'y a pas de baisse, ben, c'est ça l'important, comme tu dis, les livrables. Ben, il y a beaucoup de flexibilité, adaptation. Je pense que c'est les mots d'ordre là, pour c'était les mots d'ordre des dernières années, ça va être les mots d'ordre pour les Puis prochaines rajouter 21 vraiment ans. intégration aussi, tu sais, de ne pas s'attendre à ce que la personne, en 2 jours, elle maîtrise l'entreprise puis qu'elle la porte dans son cœur. Tu sais, tu as du travail à faire pour justement que la personne, ton employé connaisse bien, maîtrise bien ta business, les façons de faire, les valeurs et tout. Tu sais, on a choisi cette personne-là parce que justement, elle cadrait dans nos valeurs, mais il faut s'assurer après ça de lui faire comprendre on est qui, comment on fonctionne, puis comment cette personne-là peut contribuer, puis c'est quoi nos attentes envers cette personne-là. Fait que je pense que l'engagement ne tient plus à la présence sur place. Là. Absolument. Ben, merci Catherine, c'est vraiment super pertinent, super contente. Ça fait plaisir. Le côté, je retiens le côté de venir faire visiter tout ça, même si je pense que c'est quelque chose que je vais ajouter à notre propre processus comme je dirais, onboarding ou en voie de, bref. Mais merci beaucoup pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Merci de te joindre à nous pour le podcast. Je suis vraiment super contente, là, comme on se disait depuis le début. Ça fait quand même un petit bout que moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Puis là, aujourd'hui, je sais que ta spécialité, c'est beaucoup le marketing RH. On va aborder un autre sujet que le marketing RH, donc l'expérience candidat, qui est aussi quelque chose que tu m'avais mentionné au préalable que tu aimerais discuter. Donc, écoute, j'ai quelques petites questions pour toi. Ça va être super simple. J'aimerais ça que tu m'expliques en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre qui est très, très actuelle, pourquoi tu penses que c'est plus important que jamais l'expérience candidat? Bien, en fait, l'expérience candidat est importante parce que justement, avec la pénurie de main-d'œuvre, on va parler de e-réputation employeur qui va jouer un rôle clé dans notre pouvoir d'attraction auprès des talents, donc des candidats. Donc, ça coûte cher là, avec la pénurie de main-d'œuvre, l'acquisition de talents. Les campagnes de recrutement sont de plus en plus onéreuses. Il y a de moins en moins de candidats. Il y a beaucoup de compétition. Donc, je pense que les entreprises doivent faire attention à leur marque, à leur branding de marque employeur, autant qu'ils le font pour leur branding d'entreprise. Donc, on prend soin de nos clients. Hein? On s'assure de vérifier toujours qu'ils sont satisfaits de nos produits et services. On les soigne, donc on les suit, on veut les fidéliser. Hein? Ça coûte cher acquérir des clients, bien, c'est la même chose pour les candidats, c'est pareil. Donc là-dessus, c'est super important. Puis lorsque les candidats vont voir des offres d'emploi, ils vont être à la recherche, pas juste d'un salaire maintenant, on le sait, hein, ils sont à la recherche d'une proposition de valeur, puis elle doit être attrayante et authentique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire la même chose que nous, comme clients, on fait présentement quand on fait nos achats. On fait des achats, on va les magasiner en ligne, on va aller voir les produits, les prix, la qualité, puis on va aller voir les évaluations de satisfaction des autres clients. On va aller vérifier comment c'est fabriqué, etc. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Ça dépend. Là. Par exemple, moi, je suis une fille qui est sportive, qui aime le plein air. J'achète beaucoup de vêtements et d'objets pour la pratique du plein air et je vais vérifier, bien moi, si j'ai le choix d'acheter des vêtements de plein air qui sont fabriqués ici au Québec ou dans des conditions équitables, versus des produits qui sont fabriqués dans un pays du tiers-monde qui ne prennent pas soin de leurs employés, qui sont dans des conditions de travail misérables, etc., bien, mon choix va être facile. Fait que, on va préconiser beaucoup, on va être beaucoup attaché dans notre achat avec nos valeurs. C'est pareil aussi pour les chercheurs d'emploi, pour les candidats. Donc, ils vont aller stalker notre profil d'employeur en ligne, sur le site web, sur les réseaux sociaux.
Ils vont aller voir, ça va être qui ses futurs collègues de travail, qui sont les gestionnaires, c'est quoi l'environnement de travail, à quoi ça ressemble, comment je vais être accueillie, est-ce qu'il y a de la formation, est-ce qu'il y a des promotions. Donc, il va vraiment être à l'affût de ce qui se passe dans cette entreprise-là. Et dans le sens contraire, bien, s'ils ne trouvent pas d'informations, bien là, ça peut être suspect. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Donc, c'est très, 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 très important de montrer notre marque employeur en ligne et sur les réseaux sociaux, puis de la montrer de façon attrayante, oui, mais authentique, parce que si j'offre une proposition de valeur qui est fausse, qui est un bel emballage, puis qu'après ça, je vérifie le stock, puis c'est pas vraiment ce que j'avais vu ou ce que j'avais pensé, je ne serais pas contente. Et bien, notons que 32% des candidats vont partager leur mauvaise expérience en ligne. On est toujours porté, je pense, de toute façon, à partager. Bien, les gens sont plus portés à partager les mauvaises expériences que ce soit en marketing ou en RH que quand ils ont une bonne expérience, malheureusement. J'aime beaucoup ta comparaison avec le magasinage. Tu sais, avant, c'est vrai qu'un candidat, même moi ayant déjà été sur le marché du travail autre qu'entrepreneur, on prenait peut-être un peu moins le temps de magasiner. Maintenant, les gens, vu qu'il y a plus de demandes, ils prennent plus le temps de magasiner. Fait que j'aime beaucoup cette comparaison-là qu'on n'avait peut-être pas avant il y a plusieurs années. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ils vont aller noter leur mauvaise expérience, mais ils ne prendront pas le temps de noter leur bonne expérience. Non, oui, c'est ça. Malheureusement. Ouais, puis sur le web, ça reste, on le sait que ça reste là longtemps. Là. Il n'y a pas moyen de vraiment modifier un mauvais avis. Puis sinon, l'expérience candidat en soi, là, tantôt tu parlais de justement, je sais qu'il y a une grosse partie qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est l'expérience quand tu commences dans une entreprise. Donc, comment ça se passe quand tu fais ta formation de départ, comment tu es accueilli, c'est quoi les processus mis en place. C'est surtout la première semaine ou mois, dépendamment des industries. L'expérience candidat, c'est sur le long terme, c'est beaucoup plus loin. C'est quoi les trucs simples que tu aurais à donner, par exemple, pour venir l'améliorer en entreprise? Là? Moi, je ne travaille pas vraiment sur l'onboarding parce que je n'ai pas de background RH. Moi, ce que je travaille, c'est sur l'attraction. Puis l'expérience candidat, moi, c'est sûr, tu sais, parce qu'on parle de canal de vente. Donc, moi, je préconise vraiment à ce moment-là d'amener dans notre pipeline des expériences positives de nos candidats. Donc là, j'ai quelques petits trucs simples. Mais la première, c'est d'établir une relation H2H. Hein, on a parlé de B2B, B2C, mais maintenant, on va parler de H2H. Donc, on va être des relations d'humain à humain. On n'a pas on n'est plus dans la transaction comme avant. On a vraiment... on n'aura pas beaucoup de CV comme avant, donc on va avoir des humains devant nous, puis il faut les traiter d'égal à égal. Il faut prendre le temps de soigner cette relation-là sur du long terme. Le deuxième, je dirais que je vois le plus souvent, c'est de répondre à tous les candidats et le plus rapidement possible. Tu sais, on voit souvent là, le début, pratiquement toutes les offres d'emploi terminent avec « nous contacterons uniquement avec les candidatures retenues ». Ça va être quand ça va se terminer, ce processus-là? Quand est-ce que je vais avoir une réponse si j'en ai une? On laisse planer plein de doutes, tu sais, on est à la recherche d'un emploi, on est plein d'incertitudes, on a une famille, on prend des risques, etc. Donc, tu sais, c'est déjà là, ça part mal, je trouve. Donc, c'est important de simplifier et de communiquer le processus de recrutement. Puis, si, avec aujourd'hui, tu sais, on a des logiciels d'automatisation de recrutement qui permettent de transmettre un courriel après tant de jours, etc. Même Indeed, dans son interface, le propose aussi. Donc, c'est important de bien communiquer, de maintenir une bonne relation, de répondre à tous les candidats, puis de leur dire ça va être quoi mon processus de sélection, puis c'est quand que je vais répondre si tu n'es pas retenu, si tu es retenu, etc., comment ça va se passer. Le simplifier, le processus, je vois encore, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis je vois encore des clients que je suis obligée de lui taper sur les doigts parce qu'ils cumulent les candidatures que je leur envoie, puis là, ils attendent d'en avoir une coupe, puis là, je les appelle à la fin de la semaine, puis tu as des réponses? Ben non, j'attends. T'attends quoi? T'attends qu'il y ait déjà eu une proposition?
ils sont en recherche active d'emploi. Il faut être Alors là, rapide, là. Ça, je pense que c'est le mot d'ordre, là. Il faut être beaucoup plus rapide qu'on était, là. soyons rapides, s'il vous plaît. Les processus de recrutement, là, de 8 à 12 semaines, j'en ai vu, là, c'est épuisant pour un candidat. Lana, j'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Lana, c'est quand que je vais avoir des nouvelles? Je viens, je ne sais plus quoi répondre. Donc, ça, c'est à faire attention, soigner le processus de recrutement. Publier des offres d'emploi attrayantes, oui, mais réalistes, parce qu'on veut que le candidat puisse dire « What you see, it's what you get ». Donc, ça, c'est super, super important. On va utiliser... moi, je fais beaucoup de rédaction d'offres d'emploi. J'utilise le storytelling. Donc, c'est quoi le storytelling? On me l'a demandé la semaine dernière en conférence. Ben, c'est simple, on raconte une histoire. Puis dans cette histoire-là, mon héros, c'est mon candidat. Puis mon candidat, il va avoir des défis, il va avoir des obstacles, il va avoir des équipements, il va avoir des personnages secondaires qui vont être ses collègues de travail, ses gestionnaires, etc., etc. Donc, on raconte une histoire au candidat pour qu'il puisse, lui, se projeter. Alors, tu sais, là, on voit encore des offres d'emploi qui ressemblent à des contrats de travail avec des longues listes de tâches et de fonctions et de responsabilités et d'exigences. On ne parle pas du tout de notre offre, De la culture de à valeur. travers ça. Ben non, pas du tout. On ne parle pas de notre culture, on ne raconte pas rien. J'ai déjà des idées pour ma prochaine offre d'emploi là, avec j'avais comme l'histoire dans ma tête. Là. Ah oui, on a des images aussi. On l'accompagne notre offre d'emploi avec une image qui nous montre un peu l'environnement de travail ou la future équipe, etc. Personnaliser nos entrevues. Moi, j'ai encore des recruteurs qui ont le grille d'entrevue, puis il faut que ça rentre dans les petites cases. Fait que là, aujourd'hui, là, je pense qu'il faut aller en pénurie de main-d'œuvre, il faut aller outside the box, puis regarder beaucoup plus les skills, parce qu'à un moment donné, ça se peut que la personne n'ait pas l'expérience précise ou la formation exacte, mais elle a tellement les belles aptitudes, puis développer des belles compétences. C'est plus facile, je dis toujours, c'est plus facile d'apprendre à quelqu'un à faire une tâche que de lui apprendre à sourire. Donc, on va rechercher quelqu'un qui va bien se couler dans notre culture d'entreprise, qui va nous apporter un plus, etc. Et finalement, je dis toujours, parce que j'en vois beaucoup encore faire ça, de ne pas utiliser les réseaux sociaux comme plateforme de recrutement uniquement. Parce que quoi? Premièrement, les candidats vont aller voir vos réseaux sociaux puis ils vont voir que vous êtes toujours à la recherche d'employés. Aïe, 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 ils ne gardent pas le monde. Deuxièmement, les réseaux sociaux, ce sont des plateformes sociales qui sont faites pour justement communiquer entre personnes, établir des relations. Utilisons-la donc pour communiquer notre marque employeur. Laissons libre cours à nos ambassadeurs, nos employés, de montrer comment ils sont heureux au travail dans notre entreprise. Bref, soyons un peu plus humains. Des vendeurs, les recruteurs sont devenus des vendeurs, bien entendu. C'est ça. Il y a beaucoup de créativité à se laisser aller là-dedans, entre autres, comment on peut venir encourager les gens sur les réseaux sociaux à partager le contenu de quelqu'un d'autre et tout ça pour venir créer un petit peu d'intérêt dans leur propre réseau. Fait qu'il y a plein de techniques par rapport à ça, surtout au niveau marketing RH. Mais je suis vraiment d'accord avec toi que de publier juste les offres d'emploi, puis c'est un point qu'on n'a jamais vraiment abordé. Mais il y a des entreprises qui font ça, puis c'est vrai que ça vient démontrer le roulement. Par contre, je pense qu'il y a un bel équilibre à avoir entre, parce qu'il y a quand même, cette entreprise-là a quand même des services ou des produits à offrir, donc un bel équilibre entre ce que j'offre en tant qu'entreprise, ce que j'offre en tant que marque employeur, culture, puis après ça, des offres d'emploi. Je pense qu'il y a quand même un bel équilibre à trouver là-dedans, puis dépendamment du style d'entreprise, il faut trouver la nôtre. Là. Mais c'est encore il y a encore, comment je dirais, un défi là-dedans parce qu'il y a beaucoup, moi, tu vois, j'ai plusieurs clients qui sont dans le domaine du manufacturier. Le client, c'est des multinationales. C'est pas sur Facebook qu'ils vont aller vendre le produit. Pas du tout, là. Ils n'en ont pas besoin. Même, ils ont peur de Facebook. Mais, par contre,
leur candidat, leur persona, il est là. Donc, d'utiliser Facebook pour montrer, pour communiquer leur marque employeur, oui, là, ça peut être, mais c'est encore, il y en a encore du chemin à faire. Absolument. Puis ça va continuer d'évoluer avec toutes les technologies aussi qui sortent avec le recrutement. Là. Je pense on n'a pas terminé. Puis j'aimerais juste ça, moi, justement, en parlant de terminer avec ma dernière petite question. Y a-t-il des mesures de performance qui peuvent être suivies quand on parle d'expérience candidat? Bien, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos clients quand on fait une commande, que ce soit en ligne, dans un magasin? Généralement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une évaluation de satisfaction à la clientèle. Donc, quand on conclut avec un candidat, je pense qu'à chaque étape du processus de sélection, il devrait y avoir un questionnaire d'évaluation de satisfaction, puis on devrait les inviter à communiquer avec nous s'ils ont des questions, de laisser une ouverture, toujours être dans la relation d'humain à humain, les inviter à s'abonner à nos plateformes, nos réseaux sociaux ou notre site web pour voir nos prochaines offres, etc. Donc, restons avec une note positive vers une ouverture vers le futur parce qu'on ne sait pas quand on peut avoir besoin de ce candidat-là qui fait peu. Moi, je suis un petit peu entre les employeurs et les candidats. Donc, moi, c'est très important d'avoir une très bonne relation avec les candidats parce que pour un rôle clé, à un moment donné, ça ne fera peut-être pas. Mais dans 2 mois, 6 mois, je peux encore avoir quelque chose d'intéressant pour cette personne-là. Donc, une relation, vraiment une relation importante. 100% d'accord avec toi. Merci, ça finit bien. C'est une belle note de fin pour ça. C'était vraiment très apprécié ta présence. C'est court, là, 15 minutes, mais bref, on va se reprendre, je pense, sur d'autres podcasts éventuellement. Bien, merci pour ton invitation. C'était vraiment un fun de partager avec toi. Sarah, je suis juste curieux d'en apprendre plus sur toi. Je veux savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais tu travailles chez Levio depuis quand même un petit bout. Juste savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites chez Levio, puis comment toi, ce que tu fais par rapport à justement l'expérience candidat. OK. Moi, je fais plusieurs choses chez Levio. Donc, moi, en fait, je travaille chez Levio, qui est une firme en technologie de l'information, TI, donc service conseil TI. Donc, on a nos clients, c'est-à-dire qu'on a des clients attitrés à nous. Moi, qu'est-ce que je fais chez Levio? Ça fait 2 ans que je suis là depuis novembre 2020. En fait, j'ai commencé aux ressources humaines. J'ai travaillé aux ressources humaines pendant 7-8 mois. Ensuite de ça, tout en faisant et en terminant mon certificat en gestion des ressources humaines, parce que j'avais déjà un bac en administration des affaires. Donc, j'ai fait ça pendant ce temps-là. Donc, je travaillais comme temps partiel aux ressources humaines pour après tout de suite m'en aller en recrutement, qui est vraiment ma passion. Donc, je suis rentrée au recrutement en mai 2021. Donc, j'étais là de mai 2021 à mai 2022 au recrutement. J'ai changé il n'y a pas si longtemps pour être dans le recrutement corporatif de l'entreprise, c'est-à-dire que je ne suis plus recruteur TI, mais je suis plus au niveau de développement des affaires. C'est-à-dire que je fais encore du recrutement pour la compagnie, mais pour des comptes particuliers, dans une équipe de développement des affaires à l'interne. Je suis allée dans une petite équipe dans la grande compagnie. Fait qu'on est vraiment une petite compagnie dans notre compagnie. On s'est fait une équipe de travail avec un organigramme de travail. On n'est pas gros, on est comme 6-7 dans cette équipe-là, mais on est soudés, on est structurés. Fait que je suis plus... Là, je fais encore du recrutement, mais à ce niveau-là, pour des comptes spécifiques. Et maintenant, je suis rendue aussi comme... avec ça, je suis rendue analyste d'affaires. Donc, je me suis impliquée en mandat, si tu veux, chez un client avec ça. Donc, je m'implique en mandat 35 heures semaine. Et puis, le reste du temps, 10-15 heures que j'ai, je fais beaucoup d'heures par semaine, c'est sûr, mais j'aime ça puis je suis passionnée. Je fais du recrutement stratégique, si tu veux, pour les comptes stratégiques, là. Entreprise. C'est un peu ça que je fais. Vraiment cool. J'ai la chance de connaître pas mal le monde des TI parce que mon entourage, j'ai beaucoup de monde qui sont en TI. Je sais à quel point le monde les candidats dans ce domaine-là sont extrêmement sollicités de tous bords de côté. Mon ami doit recevoir, entre autres, mon ami doit recevoir des dizaines de demandes LinkedIn avec des salaires qui n'ont pas de bon sens toutes les semaines. Comment vous faites pour justement s'assurer on va arriver à l'expérience candidat juste après, mais comment vous faites pour vous démarquer là-dedans pour aller chercher comme il y a un candidat, comment que vous faites pour vous démarquer des autres? Démarquer des autres, c'est une très bonne question. Puis il faut le faire en tant qu'entreprise. Moi, de la façon que je me démarque, puis c'est la culture de Levio au complet, parce que je pense qu'on se démarque toutes par ça, c'est être le plus authentique possible
est vrai dans une entrevue d'embauche. Tu sais. Tu y vas toujours en mode, moi, mon objectif, c'est que la personne se sente bien dans une entrevue. Qu'à la fin de l'entrevue, ben, je sois capable de dire, ben, cette personne-là, ben, finalement, elle n'aura pas la culture qu'il faut ou elle fit complètement pour ce client-là, exact. Puis moi, mon but aussi, c'est en plus, quand tu embauches dans une firme TI, c'est d'embaucher pour la culture de l'entreprise, mais non seulement pour la culture du client où tu veux l'amener. Parce que pour les gens qui ne savent pas, ben, on a, mettons, des clients gouvernement puis des clients privés. Exemple, une compagnie d'assurance puis un autre ministère. Fait que, tu sais, il faut qu'elle fitte avec la culture du ministère où je vais l'envoyer. Exemple, le ministère de la Justice, où c'est très cadré, il y a plus un cadre, tu travailles avec des avocats. Fait que, tu sais, il faut que la personne elle puisse rentrer dans ce moule-là aussi. Fait que ça, c'est mon but d'entrevue. Puis le plus être authentique avec les gens, puis de la façon que je vais les chercher ou les pêcher sur LinkedIn, mes textes, ben, ça va ressortir. Ce qui va ressortir, ça va être la même chose, ça va être de l'authenticité, ils ne verront pas un texte préfabriqué. Là. Moi, je fais des textes, tu as toujours du copier-coller, mais là, tu refabriques le texte, tu modélises le texte, moi, toujours en fonction de c'est qui que je m'en vais chercher. C'est-tu un architecte logiciel ou c'est-tu comme un agent administratif? Je pense qu'il faut que le discours soit différent pour chacune des personnes d'embauche, puis de faire les suivis candidats aussi après, parce que c'est des humains, donc pour moi, c'est très important. À quoi ça ressemble quand on parle, là, venons-en à l'expérience candidat, à quoi ça ressemble votre expérience candidat du début, là, vous avez un prospect qui arrive dans votre tunnel de recrutement. Comment que ça se passe à partir de là? En fait, il arrive, on va le chercher. Après ça, il y a toujours le premier appel, la première entrevue qu'on passe 30-45 minutes à savoir techniquement et savoir-être extrêmement important, extrêmement pour moi. Si la personne n'a pas le savoir-être qu'il faut, il a beau être techniquement solide. Fait que on essaye d'aller chercher les deux. Moi, je fais mes entrevues techniques beaucoup plus qu'avant maintenant parce que j'ai plus d'expérience, mais tu peux faire des entrevues aussi qui sont un peu moins techniques. Puis si tu fais une entrevue qui est un peu moins technique pour tel type de candidat, bien, il y a toujours une deuxième entrevue technique avec un autre recruteur technique. Puis après ça, comment ça se passe, c'est que, évidemment, on fait des suivis candidats. Oui, on veut continuer avec toi ou non, on ne veut pas poursuivre. Puis je ne sais pas si c'est un peu ça ta questionnement. Là. Puis après ça, on va aller de l'avant ou pas, mais très important de faire Mais il n'y a pas 12 entrevues. On fait normalement 2 entrevues, une ou 2 entrevues, des fois. Exact. Des fois 3 avec le mandataire, le responsable du projet, pour expliquer à la personne c'est quoi le projet. On est très humain dans notre approche. Puis si on voit que la personne elle ne veut pas, ça va juste être comme, OK, on se rappelle dans un an pour peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va plus fitter avec tes besoins et tes valeurs dans un an. Tu sais. Fait que, moi, quand tu dis on est très humain dans notre approche, ça se traduit comment? De la façon qu'on fait le suivi au candidat après. On va y envoyer un courriel ou un appel. Finalement, je pense que ça ne va pas fonctionner pour ce client-là. Par contre, on garde ta candidature en banque, mais on va essayer de te trouver une autre opportunité. Si on voit que la personne n'a pas du tout passé, tu fais quand même un suivi, mais tu essaies d'expliquer le plus diplomate possible le pourquoi. Je pense que c'est important d'expliquer le pourquoi à un humain, pourquoi il n'a pas passé. Puis si il passe, on continue avec lui. Puis, mais c'est humain dans la façon qu'on fait nos approches, je pense. Je pense que c'est un super bon point. Puis je pense que c'est un giga irritant pour beaucoup de gens tu es en attente puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme là, en plus, si on veut avoir le fait de faire en sorte que la personne ait une bonne expérience candidat, même s'il ne veut pas travailler avec toi, va peut-être faire en sorte qu'il va référer quelqu'un d'autre parce qu'il a eu une bonne expérience avec justement les vidéos. Le fait de garder ça humain, justement de prendre en compte que c'est quelqu'un, c'est une personne à qui je parle, puis qui est en processus de recrutement. Donc, juste pas le laisser dans les limbes, puis de ne pas faire le suivi parce que non, j'en ai pas besoin de faire le suivi. C'est un non. Un non-réponse, c'est un non pour moi. Non, parmi tant d'autres, mais c'est un excellent point que tu donnes parce que quelqu'un qui ne va pas avoir une bonne expérience, entrevue avec toi, c'est sûr qu'il va mal te référer. Il peut ne pas te référer, mais tandis que s'il y a un bon suivi,
il a eu une bonne expérience avec toi, chaleureuse, humaine et tout, il va te référer à d'autres mondes. Ce qui m'arrive tout le temps, moi, j'ai toujours sur mon LinkedIn des gens que j'ai engagés, embauchés, qui me réfèrent d'autres mondes. Puis on bâtit avec ça, on bâtit à partir de ça. Puis souvent, c'est des gens qui vont ressembler à l'autre personne. Fait que, tu sais, c'est une super bonne personne. Ou, tu sais, fait que, ouais, c'est un bon point. On s'entoure de gens qui sont comme ça. On devient notre environnement. Puis, c'est la référence, il n'y a pas Tellement. Et si on est capable d'avoir exact. une bonne marque employeur à travers le processus de recrutement, mais peu importe que ça soit. Oui, c'est ça. Les gens sont. Nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs. Exactement. C'est nos meilleurs ambassadeurs, puis c'est notre meilleure publicité aussi. C'est quand même nous qui font le bouche à oreille, puis qui vont dire ah ouais, moi je travaille pour une firme, elle est vraiment bien, je suis vraiment bien. Mais moi, c'est ce que je dis à mon entourage. C'est pas être comme têteux ou jouer du violon, là. Je pense que c'est vraiment vrai. Je ressens vraiment. Je suis extrêmement bien chez Levio, puis extrêmement choyée d'être dans cette firme-là. Puis je le dis à mon entourage, puis il y a des gens qui veulent venir travailler, je pense, grâce à ça. Pourquoi c'est ça? Parce que justement dans l'approche humaine, est-ce qu'il y a d'autres points par rapport à ça? Non, pas nécessairement d'autres points, là, mais c'est juste que je pense que quand toi, tu es bien dans ton entreprise du travail, tu le dégages en entrevue. Je pense, tout simplement. Je me le fais souvent dire. Toi, tu es vraiment bien où tu travailles, ça paraît. Tu sais, parce que l'entrevue, ben, on se sent bien ou, tu sais. Fait que... Par rapport à ça, ma question était plus personnelle, directement avec toi. Pourquoi est-ce que tu te sens bien au travail? Est-ce que c'est justement dans l'approche humaine de l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres aspects? L'approche humaine de l'entreprise, l'autonomie, la flexibilité, la liberté qu'on a, les gens qui nous font confiance, le fait que une entreprise qui c'est pas hiérarchisé. Nous, on fonctionne plus par coaching, par mentorat. Donc, tout le monde a des coachs chez Levio. Donc, tout le monde a un coach en. Ouais, c'est ça. C'est pas comme des. C'est pas des directeurs, c'est pas des boss, c'est pas des patrons. C'est des coachs. Des coachs qui te font progresser dans l'entreprise plus. Excuse pour ma voix. Ça, c'est la première fois que j'entends ça verbalisé comme ça. Ça prend donc gestionnaire, c'est carrément pour vous, donc je m'en vais, j'ai une rencontre avec mon coach aujourd'hui. Exactement. En fait, on les appelle les GPS. C'est des GPS, c'est-à-dire, je t'explique parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est des gestionnaires de prestations de services. Donc, on a chacun un GPS, dans le fond, mais il est synonyme de coach. C'est vraiment un coach qui fait progresser dans ta carrière, qui va t'aider au niveau de ce que tu veux faire. T'es-tu bien, t'es pas bien en mandat? As-tu des enjeux? Cette personne-là va t'appeler une fois par 2 semaines, une fois par mois, tout dépend du besoin de l'employé à là, d'avoir besoin de lui, puis pour s'assurer que tout va bien. Fait que, des fois, c'est même pas quelqu'un qui travaille dans le même projet que toi, ça va être quelqu'un qui travaille dans un autre projet chez un autre client. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment ton patron, parce que on est tous alignés dans un projet différent par soit un chargé de projet ou soit un architecte, ou tu sais, fait que c'est eux autres plus qui vont être nos leaders de projet. Puis à l'interne, chez Levio, ben, on se retrouve à avoir des GPS qui sont plus nos coachs. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu... Quand même. Mais c'est quand même intéressant comme approche. Je suis curieux d'en apprendre même plus, mais le temps file. J'ai le goût de te poser une dernière question qui risque d'être intéressante. Juste sous-question avant. Vous êtes combien chez Levio? On doit approcher le 1900, 2000, quelque chose comme ça. Là. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais on est dans le fond division Montréal, division Québec. On a un bureau à Sainte-Foy, à Québec. On a un bureau à Montréal qui est sur McGill. Puis sinon, ben, on a du hors-Québec et des gens qui travaillent au Maroc aussi. On a un petit bureau au Maroc. Puis du hors-Québec aussi, là, fait que des gens qui ont plus des contrats Toronto, puis hors-Québec, là, comme États-Unis. OK, très cool. Fait que une gigantesque entreprise. En totalité, j'en avais aucune idée. C'est que vous êtes vraiment un fleuron québécois avec 1900, 2000 employés, puis l'international, puis tout. C'est sûr que vous avez donc des processus en place, j'imagine, pour justement l'expérience candidat. Comment vous la mesurez ça en ce moment? Comment vous arrivez à dire, c'est notre processus d'embauche en ce moment, il est bon? Comment
C'est quoi que vous avez mis en place pour ça? Comment mesurer? Ouais, c'est une très bonne question. Ça fait à peu près 1 an qu'on a mis en place quand même un processus d'embauche qui est assez intéressant. Je ne peux pas dévoiler tous les secrets parce que toutes les autres firmes vont dire, oh, on va faire ça. Mais tu sais, on a techniquement là, on travaille en agilité beaucoup. Fait que, tu sais, des tableaux Kanban, etc. On est très structuré, tu sais, dans un Jira, tu sais, au niveau de ça, on est très structuré. Puis au niveau du recrutement, bien, il se structure de cette façon-là, l'équipe de recrutement, des scrums tous les jours, des rencontres tous les jours pour savoir s'aligner, si tel recruteur prend tel type de profil. C'est très structuré, vraiment. Là. On est vraiment en train de mettre quelque chose de très, très organisé en place. Et ça prend des années quand même, parce que des fois, il y a une rotation d'employés qui fait que, bon, oups, là, on recommence. Là, c'est un nouveau leader. Fait, mais au niveau recrutement, on est bien. Là. De votre structure, changer quelque chose, changer une structure organisationnelle avec 900 employés, c'est pas on n'est pas simple. Là. Non, exactement. Puis non, c'est ça, le modèle d'affaires, il a dû changer là, en cours de route à cause de ça, justement. Puis on a tout le nombre d'employés qui. Les systèmes changent, il va y avoir plus d'ERP mis en place. Et puis, non, c'est ça, ça grossit, c'est super. Ouais. Très cool. Merci pour ta participation, Sarah. C'était super cool. Je suis vraiment curieux d'en apprendre plus sur l'aspect coach. Tu penseras dans du contenu LinkedIn pour expliquer ça aux gens. Cet épisode était présenté par l'agence marketing Wave & See. Sois des nôtres dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.